Studio Minuit présente les 5 premières minutes. Don Quichotte, de Miguel de Cervantes. L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche est un roman écrit par Miguel de Cervantes et publié en 1605. À la fois roman médiéval, un roman de chevalerie et roman de l'époque moderne, alors naissante, le livre est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, et une critique des structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. Don Quichotte est un jalon important de l'histoire littéraire, et les interprétations qu'on en donne sont multiples. Pure comique, satire sociale, analyse politique. Il est considéré comme l'un des romans les plus importants de la littérature mondiale et comme le premier roman moderne. Le personnage principal, Alonso Quijano, est à l'origine de l'archétype du Don Quichotte, personnage joyeux et idéaliste qui se pose en redresseur de tort. Don Quichotte de la Manche, livre 1, chapitre 1, qui traite de la qualité et des occupations du fameux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un hidalgo, de ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse, un pot-au-feu, plus souvent de mouton que de bœuf, une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail le samedi, le vendredi des lentilles, et le dimanche quelques pigeonneaux outre l'ordinaire, consumaient les 3/4 de son revenu. Le reste se dépensait en un pourpoint de drap fin, des chausses de velours avec leurs pantoufles de même étoffe, pour les jours de fête, et un habit de la meilleure serge du pays, dont il se faisait honneur les jours de la semaine. Il avait chez lui une gouvernante qui passait les 40 ans, une nièce qui n'atteignit pas les 20, et de plus, un garçon de ville et de campagne qui scellait le bidet aussi bien qu'il maniait la serpette. L'âge de notre hidalgo frisait la 50aine. Il était de complexion robuste, maigre de corps, sec de visage, fort matineux et grand ami de la chasse. On a dit qu'il avait le surnom de Quixada ou Quesada, car il y a sur ce point quelques divergences entre les auteurs qui en ont écrit, bien que les conjectures les plus vraisemblables fassent entendre qu'il s'appelait Quijana. Mais cela importe peu à notre histoire, il suffit que dans le récit des faits, on ne s'écarte pas d'un atome de la vérité. Or, il faut savoir que cet hidalgo, dans les moments où il restait oisif, c'est-à-dire à peu près toute l'année, s'adonnait à lire des livres de chevalerie, avec tant de goût et de plaisir qu'il en oublia presque entièrement l'exercice de la chasse et l'administration de son bien. Sa curiosité et son extravagance arrivèrent à ce point qu'il vendit plusieurs arpents de bonne terre à blé pour acheter des livres de la chevalerie à lire. Aussi en amassa-t-il dans sa maison autant qu'il put s'en procurer. Mais de tous ces livres, nul ne lui paraissait aussi parfait que ce composé par le fameux Feliciano de Silva. En effet, l'extrême clarté de sa prose le ravissait, et ses propos si bien entortillés lui semblaient d'or, surtout quand il venait à lire ses lettres de galanterie et de défi, où il trouvait écrit, en plus d'un endroit, « La raison de la déraison qu'à ma raison vous faites affaiblit tellement ma raison qu'avec raison je me plains de votre beauté. » Et de même, quand il lisait « Les hauts cieux qui de votre divinité divinement par le secours des étoiles vous fortifient et vous font méritante des mérites que mérite votre grandeur. » Avec ces propos, et d'autres semblables, le pauvre gentilhomme perdait le jugement. Il passait les nuits et se donnait la torture pour les comprendre, pour les approfondir, pour leur tirer le sens des entrailles, ce qu'Aristote lui-même n'aurait pu faire, s'il fût ressuscité tout exprès pour cela. Il ne s'accommodait pas autant des blessures que Dom Belianis donnait ou recevait, se figurant que, par quelque excellent docteur qu'il fût pensé, il ne pouvait manquer d'avoir le corps couvert de cicatrices et le visage de balafres.
Mais néanmoins, il louait dans l'auteur cette façon galante de terminer son livre par la promesse de cette interminable aventure. Souvent même, il lui vint envie de prendre la plume et de le finir au pied de la lettre comme il y est annoncé. Sans doute, il l'aurait fait, et s'en serait même tiré à son honneur si d'autres pensées plus continuelles et plus grandes ne l'en eussent détourné. Maintes fois, il avait disputé avec le curé du pays, homme docte et gradué à Siguenza, sur la question de savoir lequel avait été le meilleur chevalier, de Palmérin d'Angleterre ou d'Amadis de Gaulle. Pour maître Nicolas, barbier du même village, il assurait que nul n'approchait du chevalier de Phébus, et que si quelqu'un pouvait lui être comparé, c'était le seul Galaor, frère d'Amadis de Gaulle. Car celui-là était propre à tout, sans minauderie, sans grimace, non point un pleureur comme son frère, et ne lui cédant pas d'un pouce pour le courage. Enfin, notre Hidalgo s'acharna tellement à sa lecture que ses nuits se passaient en lisant du soir au matin et ses jours du matin au soir. Si bien qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau, de manière qu'il vint à perdre l'esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu'il avait lu dans les livres, enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amour, tempête et autres extravagances. Et il se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d'inventions rêvées était la vérité pure, qu'il n'y eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde. Il disait que le Cid Rudias avait sans doute été bon chevalier, mais qu'il n'approchait point du chevalier de l'ardente épée, lequel, d'un seul revers, avait coupé par la moitié deux farouches et formidables géants. Il faisait plus de cas de Bernard del Carpio, parce que, dans la gorge de Roncevaux, il avait mis à mort Roland l'Enchanté, cédant à l'adresse d'Hercule quand il étouffa Anté, le fils de la terre, entre ses bras. Il disait du grand bien du géant Morgane, qui, tout issu qu'il fût de cette race géante, où tous sont arrogants et discourtois, était lui seul affable et bien élevé. Mais celui qu'il préférait à tous les autres, c'était Renaud de Montauban, surtout quand il le voyait sortir de son château et détrousser autant de gens qu'il en rencontrait, ou voler par-delà le détroit cette idole de Mahomet, qui était toute d'or, à ce que dit son histoire. Quant au traître Ganelon, pour lui administrer une volée de coups de pied dans les côtes, il aurait volontiers donné sa gouvernante et même sa nièce par-dessus le marché. Finalement, ayant perdu l'esprit sans ressources, il vint à donner dans la plus étrange pensée dont jamais fou se fût avisé dans le monde. Il lui parut convenable et nécessaire, aussi bien pour l'éclat de sa gloire que pour le service de son pays, de se faire chevalier errant, de s'en aller par le monde, avec son cheval et ses armes, chercher les aventures, et de pratiquer tout ce qu'il avait lu que pratiquaient les chevaliers errants, redressant toutes sortes de torts, et s'exposant à toutes sortes de rencontres, et s'exposant à tant de rencontres, à tant de périls, qu'il acquit, en les surmontant, une éternelle renommée. Il s'imaginait déjà, le pauvre rêveur, voir couronner la valeur de son bras, au moins par l'empire de Trébizonde. Ainsi, emporté par de si douces pensées et par l'ineffable attrait qu'il y trouvait, il se hâta de mettre son désir en pratique. La première chose qu'il fit fut de nettoyer les pièces d'une armure qu'il avait appartenu à ses bisaïeux et qui, moisie et rongée de rouille, gisait depuis des siècles oubliée dans un coin. Il les lava, les frotta, les raccommoda du mieux qu'il put, mais il s'aperçut qu'il manquait à cette armure une chose importante, et qu'au lieu d'un aume complet, elle n'avait qu'un simple morion. Alors son industrie suppléa à ce défaut, avec du carton. Il fit une manière de demi-salade, qui, emboîtée avec le morion, formait une apparence de salade entière. Il est vrai que, pour essayer, si elle était forte et à l'épreuve d'estoc et de taille, il tira son épée. Il lui porta 2 coups du tranchant, dont le premier détruisit en un instant l'ouvrage d'une semaine.
Cette facilité de la mettre en pièces ne laissa pas de lui déplaire. Et pour s'assurer contre un tel péril, il se mit à refaire son armée, le garnissant en dedans de légères bandes de fer, de façon qu'il demeura satisfait de sa solidité, et sans vouloir faire sur lui de nouvelles expériences, il le tint pour un casque à visière de la plus fine trempe. Studio Minuit vous a présenté les 5 premières minutes. Vous avez aimé notre podcast ? N'hésitez pas à le noter et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.